Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV. Nous sommes très heureuses de vous retrouver ce soir. Vous nous voyez toujours toutes les deux pendant les émissions avec Elisabeth de Caligny. Bonsoir Elisabeth, comment vas-tu? Bonsoir Nora, bah écoute, ça va et toi? Ça va vraiment, vraiment très très bien. Il commence à faire un petit peu froid, mais justement, on va être super bien là ce soir, tranquillement, posé, au chaud et à t'écouter et sur une histoire. Alors, l'intro va être très courte hein, parce que cette histoire, ça fait longtemps qu'on l'attendait sur Nurea TV. Je suis très heureuse ce soir que tu nous l'aies préparée pour nous, pour les Nuréens. Donc, je te remercie beaucoup. Et tu vas nous parler des cagots ce soir. Ah oui, les cagots, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas d'ailleurs, mais c'est un mystère car ce sont des gens différents dont on parle depuis le Moyen Âge, voire même avant, qu'on a associés à différentes origines, y compris extraterrestres, dont je parlerai tout à l'heure. Mais enfin, en tout état de cause, bon, il y a des pistes, ça c'est vrai, on va les développer. Mais ça reste encore un mystère parce que de façon absolue, on ne sait pas. Et on risque pas de savoir maintenant puisque ces cagots s'étant mélangés à la population depuis quelques décennies, eh bien, on n'a plus vraiment de traces. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'avec les avancées génétiques, on aurait peut-être pu en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils sont exactement. Voilà, donc je vais vous parler de tout ça et je pense que ça devrait vous intéresser. Voilà. Merci beaucoup. Alors les amis, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, même si on les valide pas officiellement, publiquement, vous pouvez quand même les mettre. Et bientôt, vous aurez la possibilité de voter sur les émissions sur Nurea TV. Ça sera bientôt prêt, je pense, d'ici quelques jours ou quelques semaines, voire quelques jours, au moment où vous regardez cette vidéo. On travaille là-dessus énormément. Je vous invite donc à vous installer, comme je vous l'ai dit, confortablement. Et c'est parti, j'affiche le grand écran juste pour toi. C'est parti. Alors les cagots, comme je vous ai dit, c'est une population tout à fait à part qui a vécu en France durant plusieurs siècles et qui, hélas, se retrouve dans une situation impossible à ces différentes époques puisqu'ils ont exactement le même statut que les intouchables d'Inde. Donc, ils n'ont pas les mêmes droits, ne sont pas des citoyens à part entière et ils vont vivre un véritable cauchemar ils seront relégués de la société pendant tous ces siècles. Et vous allez voir comment ça va se passer et un petit peu pourquoi. Alors, en France, dès le haut Moyen-Âge, on commence à en parler dans le sud-ouest de la France. On les appelle les cagots ou les chrétiens, donc comme à la racine chrétienne, chrétien. Bon. On va les appeler aussi d'autres terminologies selon les régions du sud-ouest. Ce sont les agos au Pays basque français et au Pays basque en Navarre espagnol, les cougots dans le Gers, les capots en Armagnac. Ça, c'est à partir du XVIe siècle. Et dans la région de Dax, très curieusement, on va les appeler les coyotes. C'est vraiment bizarre. Mais ils ont également d'autres dénominations, les ladres, les canards, les gaffets, les gaets, les giésites, les gésites, les gésitins. Et la liste n'est pas exhaustive. Et vous verrez que sur certaines de ces dénominations, il y a une raison à ça. En tout cas, ça a souvent dans l'esprit, et ça même pas souvent, c'est toujours dans l'esprit des populations, avec une connotation injurieuse. Ce sont vraiment des gens qui n'étaient pas aimés. Et vous allez voir. Alors, l'origine de la dénomination de cagot, c'est donc dans la région pyrénéenne, et exactement dans la région d'Oloron, que semble s'installer d'abord ce dénominatif de cagot pour désigner ces gens. Et ça, c'est au milieu du XVIe siècle. Et puis, ça va s'étendre ensuite à toute la région du Béarn. Alors, pourquoi cagot? On peut se poser la question. Eh bien, ce pourrait bien être une contraction du terme can ou canis. En latin, ça veut dire chien. Canis de Goth. Pourquoi? Parce que les Wisigoths ont envahi cette région à un moment donné. Donc, can, goth, ça fait cagot. Ça serait une contraction déformée de la terminologie chien de Goth. Voilà. Effectivement, les Wisigoths étaient arrivés dans la région dès le VIe siècle. Et effectivement, les Béarnais en ont beaucoup souffert de cette invasion wisigothe, parce que vous verrez, je vais en parler tout à l'heure, d'un point de vue historique, il y a un roi en particulier qui n'aura pas fait de cadeau, et ils sont restés plutôt rancuniers. Donc, il se pourrait que... Enfin bon, je ne vais pas en dire plus, on en reparlera tout à l'heure.
Alors, il y a une autre piste qui pourrait être également intéressante. Dans la racine, la racine de cagot pourrait être la racine cac. Or, cac, comme racine, eh bien, ça signifie lait, caca, cacophonie, cacophagie. La cacophagie, c'est les individus qui mangent n'importe quoi, vous savez, y compris les excréments. Bon. Donc, c'est quelque chose qui peut être rattaché à des excréments. Donc, ce n'est pas formidable. Et puis, bon, il faut savoir qu'en Occitanie, l'expression caguer veut dire déféquer. Donc, ça a toujours quelque chose de profondément injurieux. Alors, vous verrez qu'il y a également des cagots celtiques qu'on retrouve en Bretagne, notamment en Bretagne du Sud, j'en parlerai tout à l'heure. Et ceux-là, on les appelle les cacos, les caquins, j'en reparlerai, ils ont plusieurs terminologies également. Et c'était associé au terme de lépreux. Donc, lépreux, c'est quelqu'un de repoussant par essence. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, chez les Bretons, en langue bretonne, caqueux désigne toujours des lépreux. Hein. Voilà. Mais revenons-en au sud-ouest. Donc en 1074, on évoque en Navarre une épidémie de lèpre sous le terme de gaphos. Et cette terrible maladie va ravager gravement le Béarn, et c'est notamment avec l'arrivée des invasions sarrasines. Et ça va, comment dirais-je, pourquoi les Sarrasins? Parce qu'ils sont porteurs de la lèpre, hein, donc ils vont contaminer la population. Et selon certains auteurs, il y a d'autres terminologies comme celle de gésitain qui vont être données, si je puis dire, à ces cagots. Et on se demande bien pourquoi, et ça a un rapport avec la lèpre, vous allez voir. Parce que dans la Bible, le prophète Élie aurait guéri un certain Naaman qui souffrait de la lèpre. Et ce Naaman, pourquoi il a été guéri? Tout simplement parce qu'un domestique d'Élie, qui s'appelait Gési, lui aurait transmis sa lèpre. Donc, finalement, Élie a guéri, a fait un miracle, et Gésitain, eh bien, s'est rattaché au terme de la lèpre. Donc, il y a une orientation sur les lépreux concernant l'origine de leur nom. Hein, voilà. Donc, d'ailleurs, cette piste de la lèpre, on en parlera tout à l'heure, a orienté beaucoup de chercheurs pour essayer de trouver qui étaient ces cagots. Et vous verrez qu'il y a des chercheurs, et non des moindres, qui, au fil de l'histoire, se sont intéressés à leur cas. Alors, la situation géographique des cagots, on les trouve surtout en Gascogne, dans le sud-ouest, et leur présence est signalée et avec des persécutions à la clé dès le 9e siècle. Mais c'est au 11e siècle que cette présence de cagots est officiellement établie, et notamment par un document officiel qui est un cartulaire et qui est daté de l'an 1007. Donc ça ne date pas d'hier, et c'est le cartulaire de l'abbaye de Luc de Béarn. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un cartulaire, je vais vous l'expliquer. C'est simplement un recueil de chartes concernant la transcription des titres de propriété et des privilèges qu'une abbaye, un monastère ou une église peut avoir sur la population. Et des cartulaires, eh ben, il y en a un petit peu partout. J'avais étudié à un moment le cartulaire de l'abbaye de Chartres, et je dois dire qu'on retrouvait des choses intéressantes, notamment sur des tas d'endroits celtiques, à Chartres même, puisque Chartres, vous ne le savez peut-être pas, c'était quand même l'endroit où tous les druides de France, dans des temps très anciens, se rejoignaient. Donc la cathédrale de Chartres n'a pas du tout été construite à n'importe quel endroit. Hein. Voilà. Courte parenthèse donc sur les cartulaires. Alors, ces cagots souffraient, semble-t-il, de la lèpre, et c'est pas semble-t-il, vous allez voir, mais ils avaient également un physique différent. Mais différent surtout sur la fin. Parce qu'au début, vous verrez qu'ils ont un physique qui n'a rien de particulièrement différent. Mais le soupçon d'être lépreux est ce qui va marquer avant tout, plus que leur apparence physique, les populations qui vont aller dans le rejet de ces cagots. Et ça va durer jusqu'au 19e siècle. Ces gens-là vont être rejetés, mais gravement jusqu'au 19e siècle, voire jusqu'au 20e siècle. Donc cette maladie ravage le Béarn à l'époque des invasions sarrasines, ça je l'ai dit tout à l'heure. Ça va être déjà en Espagne que va y avoir une contamination massive, la Navarre et puis le Béarn français. Et on va donc appeler ces malades les gaffos. Et puis il va y avoir une période d'accalmie. Et ce fléau va être considéré comme extrêmement grave et marquer de façon très négative les populations qui en sont atteintes. Car on dit, de façon, c'est une croyance, que cette lèpre
c'est la main de Dieu qui impose sa vengeance à certaines personnes qui ne seraient pas très dignes, voyez-vous. Donc, évidemment, c'est pas terrible pour les gens qui en sont atteints. Alors, il va y avoir des accalmies et puis ça va revenir parce que vous avez un certain Gaston IV de Béarn qui va effectivement faire les croisades, qui va revenir avec son armée en 1099 et là, ça va reprendre parce qu'ils vont encore ramener de leur croisade au Moyen-Orient cette sale maladie. Des édits vont commencer à se multiplier à partir de ce moment-là pour isoler ces lépreux du reste de la population et les obliger à porter une marque distinctive sur leurs vêtements. Ce devrait être une marque rouge et en forme de pied de canard ou de pied d'oie. Ils devront également toujours être chaussés ou avoir les pieds couverts. Interdiction de marcher pieds nus. Et au XVIIe siècle, on va s'intéresser très sérieusement au cas de ces cagots. Et notamment de 1606 à 1610, divers interdits vont interdire formellement aux lépreux de toucher, et donc aux cagots, puisque ce sont les cagots, de toucher à tout ce qui est alimentaire, notamment la farine. Ils n'ont plus rien, ils peuvent plus toucher le pain, rien du tout, qu'ils soient malades ou non d'ailleurs. Ce sont des pestiférés, enfin des lépreux. Hein. Et ça va continuer. Et les cagots, même ceux qui n'ont pas été touchés, mais qu'on a déjà mis à part et qui sont là depuis plusieurs siècles et qu'on a désignés sous le nom de cagots, vont recevoir exactement la même punition que les lépreux. Ils vont être exactement à la même enseigne. Et ils vont continuer donc à devoir porter pendant des siècles cette fichue patte d'oie cousue sur leurs vêtements. C'est une sorte d'étoile jaune avant l'heure, si je puis dire. Hein. On ne peut pas les rater. Et ils ne peuvent plus effectivement exercer des métiers comme tout le monde. Hein. Tout ce qui est métier de bouche, tout ce qui touche aux denrées alimentaires leur est strictement interdit. Et alors, durant ce siècle, ce XVIIe siècle, ce XVIe siècle plus exactement, vous allez avoir un grand chirurgien qui a donné son nom à nombre d'hôpitaux en France. Il s'appelle Ambroise Paré. C'est également un anatomiste et il a été ponctuellement le chirurgien du roi Henri IV. Et celui-là va s'intéresser à la lèpre, probablement parce que à ce moment-là, il est peut-être encore au service d'Henri IV et il se trouve dans la région du Béarn. Donc, il va examiner pendant 3 semaines quelques-uns de ces cagots, en essayant, parce qu'il a entendu parler des rumeurs et des on-dit, en essayant, pour ce qui le concerne, de rester objectif. Et il va prendre des notes. Et il va rappeler dans ses notes que si la maladie de la lèpre, lui, il est orienté sur la lèpre, commence par se manifester à l'intérieur du corps, eh bien, elle doit toujours finir par se présenter à l'extérieur. On sait que les lépreux perdent des bouts de doigts, de pieds et tout ça. Donc, lui, il s'attend à trouver ça. Et que va-t-il constater? Il l'écrit dans ses notes, que les personnes qu'il a examinées, je le cite, ont la face belle et le cuir poli et lissé, ne donnant aucun indice de lèpre par dehors. Il va dire que ces ladres sont blancs et beaux, quasi comme le reste des hommes, à ceci près qu'ils dégagent une chaleur ardente et intestine qui leur sort du corps. Ils sont plus chauds que les autres. Et il va expliquer dans ses notes qu'il a vu dans la main d'un cagot une pomme fraîche qui s'était ridée en très peu de temps, comme si on l'avait laissée au soleil. Je crois que c'est à bout d'1 heure qu'il avait noté ça dans ses notes. Et il dira que la pomme en question, après avoir été tenue 1 heure dans la main du cagot, était aride et ridée, comme si elle eût testé, je ne suis pas très douée en vieux français, alors, aride et ridée que si elle eût esté l'espace de 8 jours au soleil. Voilà. Et pourtant, j'ai appris le vieux français à la faculté et j'ai même traduit le roi Arthur. Wow. Le roi Arthur du vieux français en français. Enfin bon, c'est une courte parenthèse. Et c'est intéressant. Enfin bon, bref. Alors, donc je pense que les cagots en question n'avaient pas forcément tous ce don de faire chauffer, enfin d'avoir ce don de comment dirais-je, de réduire à sec. De flétrir, voilà. De flétrir quelque chose. Hein. Il est peut-être tombé sur des gens qui avaient du magnétisme. En tout cas, à l'unanimité, tous ceux qui l'examinaient, qu'ils aient une pomme ou non dans la main, dégageaient une chaleur intense. Et il va dire également qu'ils ont une autre particularité, ces cagots, c'est qu'ils brûlent
du désir de Dame Vénus. Ce qui veut dire que ces cagos ont une libido absolument exacerbée, pour traduire les choses. Et alors, Ambroise Paré, on lui fait lire, et on n'a pas retrouvé dans ses notes, ça par contre, je tiens à le souligner. Donc, selon ce qui se dit dans différents écrits, sérieux et parfois moins sérieux, c'est qu'à un moment, il va faire une saignée. Vous savez qu'à cette époque-là, on saignait pour un oui, pour un non, ces braves gens, pour voir un petit peu comment ils allaient, ou du moins les dégager de leurs humeurs. Et quand il va saigner un de ses cagots, selon ce qui est dit, eh bien, il va avoir une grosse surprise. Il va voir que le sang sort en bouillonnant, et qu'il n'est pas rouge comme il devrait l'être, mais qu'il tire entre le bleu et le vert. Alors, est-ce une légende ou une vérité? Toujours est-il que dans les notes d'Ambroise Paré, ça ne figure pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Ambroise Paré ne trouvera aucun lépreux parmi les cagots. Voilà. Alors, au fil du temps, vous allez voir que l'apparence des cagots se modifie. Les premiers cagots sont des gens qui sont très différents des derniers. Les derniers, vous pourrez en voir des images qu'on va vous présenter, sont pas très bien physiquement, hein, ils sont même plutôt laids, ils sont petits, ils ont un faciès assez caractéristique, sauf qu'il y a 1000 ans, et au moins jusqu'au XVIe siècle, ça n'avait rien à voir. Ce n'étaient pas des petits rabots gris, c'était des êtres de grande taille, plus grands que la moyenne. Ils avaient une très jolie peau de lait, très pâle, des yeux très clairs et des cheveux blonds. Donc, rien à voir avec les cagots du 19e siècle. Hein. Une belle allure. Et puis d'ailleurs, ils étaient tellement beaux, vous savez que notre Henri IV, qu'on appelait le vert galant, et qui était un cavalier de première, eh bien, a regardé du côté des cagots, et des cagottes plus exactement. Et un jour, eh bien, il y en avait une qui était à son goût. Donc, il avait l'intention de la mettre dans son lit. Et puis il est fort empressé vis-à-vis de cette cagotte magnifique, qui lui dit « Mais je suis une triste cagotte. Vous ne pouvez pas me toucher. » Et lui va répondre « Bon, qu'à cela ne tienne, j'en suis un moi-même. » Donc, il voulait arriver à ses fins, et semble-t-il qu'il y soit arrivé. Bon, il est vrai que si la jolie dame avait des symptômes de la lettre, on sait bien qu'il aurait été un peu n'importe où pour satisfaire ses ardeurs, et que plus d'un laidron est tombé dans son lit, mais je ne pense pas qu'il aurait été jusque-là. Donc, l'apparence des cagots a évolué et s'est modifiée dans le temps. On ne retrouvera pas chez ces cagots de la première heure les caractéristiques qu'on retrouvera chez ceux qui sont les plus récents, hein, puisque chez ceux-là, on retrouvera souvent des mains palmées, des pieds palmés et des lobes d'oreilles inexistants. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, on disait également que ces cagots avaient la laine fétide. Ça n'a pas été noté par Ambroise Paré, hein, ni personne d'autre à cette époque-là. Au XIXe siècle, on va faire des recherches parce que ça intrigue vraiment un certain nombre de chercheurs. On veut savoir qui ils sont exactement. Il y a plusieurs pistes à l'époque dans la tête des chercheurs. Sont-ce des Wisigoths, des Sarrasins, des Mahométans, des Cathares, même des Juifs, puisqu'on s'est posé la question aussi là-dessus. Enfin, ils ont tous un point commun, ceux-là, c'est qu'ils sont tous des hérétiques. Hein. Bon. Alors, en 1892, il y a un congrès qui va se tenir à Pau. C'est le congrès d'une association pour l'avancement des sciences, et pour la énième fois, on va discuter de l'origine ethnique de ces cagots, avec l'idée de démontrer que ce sont des Goths d'origine germanique ou scandinave. Et donc, il y a un certain Magiteau qui va faire part de ses conclusions devant la digne assemblée de son collège de scientifiques, et il a fait des moulages des mains et des pieds de ces cagots. Et il a étudié des cagots qui viennent du canton de Salis, dans le Béarn. Et il a étudié hommes et femmes. Et ce qu'il va remarquer de façon constante chez tous ces individus, c'est qu'ils ont tous, aux mains et aux pieds, des ongles complètement déformés. Ceux-là sont bombés, arqués et non collés à la chair, si bien qu'il dira qu'on y retrouve, quand ils n'ont pas les mains bien propres, des tas de détritus sous l'ongle. Mais il apparaît que l'ongle en lui-même va bien. La texture est normale, peut-être un peu amoindrie dans son épaisseur, mais ce sont des ongles normaux, mais qui ne collent pas à la chair. C'est très curieux.
Par contre, ce qu'il va remarquer également, c'est qu'autour des ongles, la peau est ridée, fissurée. Et ces gens se plaignent en hiver d'avoir des engelures, la peau qui éclate autour des ongles, ce qui provoque de vives douleurs et ce qui les oblige chaque hiver à porter des pansements de chiffon aux mains et aux pieds. C'est pas formidable. Il va noter également, ce Magito, que leur système pileux est fort peu développé. Souvent, ils sont frappés d'alopécie, où ils ont le cheveu rare et très fin, clairsemé. Ils ont peu de poils aux aisselles et au pubis. La barbe est rare chez les hommes, quand elle n'est pas inexistante. Et ils n'ont surtout aucun poil sur le corps. Pas de poil, complètement, voilà. Et il va découvrir également que chez la plupart de ces individus, les lobes d'oreilles sont inexistants. Bon, donc, ils sont un petit peu particuliers, mais pas chez tous. Il y en a qui ont des lobes d'oreilles tout à fait normaux. Alors, ils ont le teint très pâle la plupart du temps. Ils ont mauvaise mine, avec une tendance au jaune pâle. Et on a noté aussi chez certains d'entre eux l'absence d'incisives latérales, en haut comme en bas, sur les deux mâchoires. Et l'étude conclura qu'à la veille du XXe siècle, eh bien, ces cagots de la région du sud-ouest sont fort peu nombreux, puisqu'il reste à peine 2000 individus qui se sont mélangés plus ou moins au fil du temps. Ils ne se distinguent pas vraiment du reste des populations physiquement, sauf avec des faciès un petit peu particuliers, mais sans plus, à part leurs mains et leurs pieds avec les ongles un peu particuliers. Bon, donc voilà ce qui a été dit. Il dira que, bon, peut-être que s'ils ont ça aux mains, ça pourrait être des traces de leur ancienne lèpre, enfin de la lèpre de leurs ascendants, dans des temps anciens. À ma connaissance, bon, il n'y a pas eu que les cagots qui ont eu la lèpre dans le Béarn, tout le monde les a eus. Il n'y a que sur ces gens-là qu'on retrouve ces traces-là, hein. Pas chez les autres. Alors que ça aurait dû marquer toute la population, qu'elle soit cagote ou pas, hein. En tout cas, les descendants de lépreux n'ont pas ces particularités. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui tienne la route. En tout cas, si lèpre il y a eu, pour ces gens-là, vis-à-vis de ces gens-là, c'est plutôt une lèpre morale, avec le temps qui est resté résiduel plutôt qu'une lèpre physique, hein. Enfin bon, à l'heure actuelle, c'est vrai que s'il y avait eu, avec une même association qui étudie ces cagots, si on pouvait encore les discerner du reste de la population, des études de l'ADN, on aurait peut-être trouvé des choses intéressantes sur leurs origines, ça c'est possible. Hélas, s'ils sont tellement bien mélangés et leurs descendants sont peut-être d'une discrétion absolue, donc on ne sait pas qui est qui. Voilà. Alors, donc ils ont été considérés, comme je vous l'ai dit, durant des siècles, comme des parias de la société française, une forme d'intouchable. On les disait maléfiques également. Et puis, ils faisaient peur aux populations, parce qu'ils avaient des particularités, et notamment des traits de caractère un peu angoissants, qu'on appelait les cagoutilles. Ça veut dire que quand ils étaient en phase de cagoutilles, eh bien, le délire les prenait. Et ça les affectait très particulièrement à des moments précis, durant les phases lunaires, et notamment au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune. Ils devenaient complètement dingos. Et il paraît qu'on en a eu plus d'un, parce qu'ils étaient charpentiers, ils travaillaient souvent sur les charpentes. Quand c'était le moment, ils jetaient tous leurs outils du toit et ils partaient à moitié nus en dansant dans la campagne, en poussant des hurlements. Donc, évidemment, ils faisaient peur aux populations, en se demandant ce qu'ils leur prenaient. Puis une fois que le truc était fini, ils remontaient sur le toit, ils finissaient leur boulot. C'est un peu particulier. Voilà. On dit aussi que souvent, ces cagots arrivaient dans les maisons des gens non cagots, ce qu'ils n'avaient absolument pas le droit de faire. Et ils touchaient à rien, sauf qu'ils prenaient le pain sur la table en disant qu'ils en avaient le droit. Et puis parfois aussi, on les croisait sur les chemins, normalement ils ne devaient pas approcher les gens. Et ben, il y en a plus d'un qui est arrivé et qui a décelé un cheval ou qui a pris les provisions des gens et qui est parti. Bon, ça c'est plus du vol qu'une manie cagotte, hein. En tout cas, ça incitait tout cela la population à se méfier. On leur attribuait beaucoup de malice, de sournoiserie, d'hypocrisie. On leur reconnaissait en revanche des qualités de travailleurs absolument infatigables. Ils étaient d'un sérieux absolu et ils faisaient un travail absolument merveilleux. Mais ce qui va être terrible pour eux, ce sont les règles discriminatoires. Et on aurait pu penser que les choses allaient s'arranger, parce qu'au XVIe siècle, on les regardait quand même d'un œil différent, avec le bon roi Henri IV notamment. Mais non, leur situation jusqu'au XVIIe siècle, et vous allez voir à quel moment, a été extrêmement pénible.
Donc, comme je l'ai rappelé, la première règle qu'il aurait donnée, c'est de ne pas se mélanger au reste de la population. Donc, ils vont vivre en dehors des villes et des villages, dans des hameaux, où ils sont complètement isolés. Pour éviter les risques, ils n'ont pas le droit de se marier autrement avec le reste de la population. Donc, pour éviter les consanguinités, ils vont parfois aller chercher dans d'autres villages un peu éloignés leurs promises pour ce qui concerne les messieurs. Ils n'ont pas intérêt à se mélanger autrement parce que la règle est sévère à l'époque. Tout cagot qui se mélangerait avec une non-cagotte serait passible de la peine de mort. Ça ne rigole pas. Et ces sous-citoyens n'avaient pas de droit comme les autres. Ils pouvaient témoigner à un procès, par exemple. Mais si un cagot témoignait tout seul, ça ne servait à rien. Le témoignage d'un cagot tout seul ne servait à rien. Il fallait qu'il y ait 7 témoignages de cagots pour valoir le témoignage d'un seul citoyen. C'est vous dire. Pas question de marcher pieds et mains nus dans la rue, sur les chemins. Ils avaient même des chemins à part pour éviter de croiser les gens normaux. Dans la coutume de Marmande, en 1396, il leur est interdit de marcher pieds nus en ville. Ils doivent s'écarter de toute personne non cagotte. S'ils se font piquer les pieds nus ou en touchant quelqu'un, eh bien, ça leur coûtera 5 sols. C'est une amende. Il y a des cagots réfractaires, évidemment, qui se plaisent à provoquer. Et à un moment, les populations ne vont pas être contentes. Donc, elles vont demander à Gaston XI de Béarn d'ordonner que ces cagots indisciplinés aient les pieds percés avec un fer. Heureusement, Gaston ne donnera pas suite à ce qui est demandé par la population parce que ça aurait été quand même tragique. Et la religion va avoir une autre attitude. Elle ne leur ferme pas vraiment les portes. Il faut savoir que les cagots sont de bons chrétiens. Donc, ils vont à la messe. Mais pour assister à l'office, ils doivent passer, quand l'Église le permet, par une petite porte spéciale qui se trouve à côté de la grande porte d'entrée de l'Église. Et on le voit d'ailleurs sur différentes photos. Ce sont des petites portes tout à fait à part, où ils sont obligés de se baisser, vous voyez, histoire de bien les humilier. Et une fois qu'ils sont dans l'Église, ils restent confinés derrière une grille. Il n'est pas question qu'ils se mélangent aux populations. Et dans certaines églises, il n'y a même pas de petite porte, il y a simplement une petite ouverture par laquelle ces braves gens vont pouvoir écouter la messe sur le côté de l'église et également recevoir la communion qu'on va leur donner de loin. En général, l'emplacement pour ceux qui peuvent rentrer dans les églises est situé au fond de l'église, sur la gauche. Ils sont donc séparés par une grille. Ils disposent également d'un bénitier spécifique où personne ne songerait évidemment à plonger le doigt. Quelle horreur! Et le plus souvent, pour qu'on ne confonde pas avec un autre bénitier, ce bénitier est gravé d'un C, comme cagot, ou d'une tête de chien, ce qui veut tout dire. Lorsqu'il n'y a pas de bénitier, eh bien, ils peuvent plonger ils peuvent effectivement prendre de l'eau bénite, mais avec une baguette. Ils doivent tremper la baguette dans l'eau et se signer avec la baguette. Parce qu'il n'est pas question qu'ils trempent un doigt dans l'eau, ces braves gens. Et puis, ils vont communier. Sauf qu'il n'est pas question qu'on les touche, qu'on leur donne dans la main l'hostie, qu'on leur mette sur la langue. Non, non. Donc, le prêtre, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va mettre sur une petite planchette de bois que le cagot tend, la précieuse hostie, et lui-même le mettra dans sa bouche. Ils sont relégués quand il y a des processions, toujours en fin de cortège, et on leur demande de tenir une bonne distance par rapport aux autres paroissiens. Quand un enfant va naître dans une famille cagotte, le curé doit mentionner évidemment la naissance de cet enfant, mais également il mettra à côté du nom sa qualité de cagot ou de chrétien. En cas de décès, pas question d'enterrer le cagot dans le cimetière normal. Il a un carré spécial à part dans le meilleur des cas, ou des cimetières spéciaux. C'est très particulier. Donc, quand vous naissez cagot et vous mourrez cagot. C'est-à-dire vous ne pouvez jamais vous débarrasser de cette qualité absolument épouvantable. Et il y a un cardinal en 1550 qui s'appelle le cardinal Nicolas de Pellevé, qui va résumer par un rituel, ce qu'on appelle le rituel de Sens, toutes les règles que les lépreux et donc les cagots doivent respecter. Je vous la lis brièvement. Je te défends en terre est église, marché, moulin, et lieu esquel y a affluence du peuple, et te défends entrer à taverne et maison, hors celle en laquelle est ton habitation.
Je te défends toucher compagnie d'autres femmes que celles que tu as espousées. Je te défends toucher aucunement enfants et ne leur donner que ce que tu auras touché. Je te défends manger et boire en autre compagnie que lépreux, et sache que quand tu mourras, tu seras enseveli en ta maison, si ce n'est de grâce qui te sera faite par le prélat ou ses vicaires. Et vlan. Donc, interdiction formelle pour les cagots de porter également des couteaux, on ne sait jamais, ni des armes encore moins. Pendant des années, vous verrez que c'est très très tard qu'ils pourront s'engager dans l'armée, précisément parce qu'ils ne peuvent pas porter de choses pointues sur eux. Tous les métiers de l'alimentation, je vous l'ai dit, leur sont formellement interdits. Pas question d'être boulanger, meunier, éleveur de bétail. Les seuls animaux qu'ils peuvent élever sont les porcs. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand ils rentrent dans une boutique en ville, tout le monde s'écarte évidemment, et quand ils veulent acheter quelque chose, ils doivent, avec la baguette qu'ils ont toujours sur eux, désigner, mais pas toucher. Les seuls métiers qu'on leur autorise sont les métiers du bois, tels que charpentier, menuisier, tonnelier, cordier également. On en reparlera avec les Bretons notamment. Pourquoi les métiers du bois? Eh bien parce que quand ces époques reculaient, eh bien on pensait que le bois était un rempart aux maladies. Donc, qu'on ne pouvait pas se faire transmettre une maladie avec le bois. Donc, ils avaient le droit au métier du bois. Et c'est pourquoi nombre de cagots dans le sud-ouest devinrent des charpentiers. Et quels charpentiers? Savez-vous, mesdames et messieurs, que l'église Notre-Dame de Paris, la cathédrale Notre-Dame de Paris au XIIIe siècle, et toute sa charpente, sa merveilleuse charpente qui tient encore toujours, et au XIIIe siècle, elle a été construite par les cagots. Des cagots venus du Béarn. Et il y a d'autres endroits en France où il y a encore les charpentes de ces cagots qui ont plusieurs siècles, notamment l'église de Saint-Giron, qui est une des plus hautes églises du coin. Et puis, évidemment, le fameux château de Gaston Phébus, le fameux château de Montaner. Voilà. Et Notre-Dame de Paris, ce sont les cagots. Alors, je disais tout à l'heure que les cagots avaient l'obligation de se faire reconnaître par des signes distinctifs. Donc, ils doivent porter cousu sur leurs vêtements la patte d'oie ou de canard taillée dans du drap rouge pour qu'elle soit bien visible. Dans certaines villes, ils doivent marquer leur maison d'un signe distinctif, en général une sculpture. À Jurançon, qui est une petite ville des Pyrénées-Atlantiques, c'est une figure d'homme qui leur est imposée, une figure en pierre sur leur portail. Et évidemment, quand il va y avoir la Révolution française qui va leur donner la qualité de citoyens, comme les autres, eh bien, ils vont s'empresser de détruire ces petites statuettes qui marquaient leur maison, si bien qu'on n'en a pas la trace aujourd'hui. Je crois qu'il y a une ou deux photos qu'on peut encore retrouver où il y a une tête de cagot sculptée sur un portail de maison, mais c'est rarissime, puisqu'ils ont tout détruit. La fin de la discrimination va quand même arriver. Ça va être le fameux Gaston Phébus, qui dans un premier temps, donc Gaston Phébus, je rappelle qu'il est comte de Foix et vicomte du Béarn, c'est un homme flamboyant, qui était bon avec sa population. Donc lui va les considérer pour la qualité de leur travail de charpente. Donc il va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, leur faire construire ce château de Montaner. Et en 1379, il va passer un contrat en bonne et due forme, écrit avec eux, pour leur faire réaliser la fameuse charpente de ce château en contrepartie. Il accorde à leur communauté une remise sur l'imposition de chaque feu. Vous savez qu'autrefois, enfin vous ne le savez peut-être pas, c'est qu'on payait l'impôt sur les feux de chaque maison. C'est-à-dire si vous aviez une cheminée dans la maison, si vous en aviez 10, ben vous payez l'impôt par le nombre de feux. Donc eux, ils sont dispensés de l'impôt sur le feu, sur les feux. Et puis, il va les dispenser également de la taille. Il va les autoriser également à prendre dans ces forêts tout le bois dont ils peuvent avoir besoin. Et ça va tellement bien se passer qu'en 1383, une fois que le château de Montaner est terminé, que 98 cagots qui ont travaillé sur le chantier vont rendre un vibrant hommage au seigneur Gaston Phébus pour exprimer toute leur ferveur et leur reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour eux et le respect qu'il leur a témoigné. Alors, Henri IV, on en parlait tout à l'heure, on aurait pu penser que ce bon roi Henri IV aurait fait quelque chose pour eux. Eh bien, strictement rien. Rien. Il ne les a pas aidés, il n'a pas du tout fait quoi que ce soit pour ces braves gens. Les filles l'intéressaient, mais ça s'arrêtait là. En fait, c'est avec le roi Louis XIV que la situation des cagots va nettement s'améliorer. On dit que le roi
le roi Soleil n'aurait pas du tout apprécié cette discrimination faite vis-à-vis de ces gens-là. Et il avait eu connaissance des usages qui étaient en vigueur à leur endroit depuis des siècles, et il a décidé d'interdire, dans un premier temps, sous peine d'amende de 500 livres, tous les usages discriminatoires qui sont faits vis-à-vis de ces gens-là. Et en fait, vous allez vous dire, il est très bienveillant ce roi, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même un petit intérêt derrière tout ça. C'est que vous devez le savoir, Louis XIV avait une manie, c'était de faire la guerre à tout le monde. Et les guerres, ça coûte cher. Et avec Colbert, son ministre, ils avaient réfléchi à l'idée de trouver du fric pour continuer à financer ces campagnes hors de prix qui menaient à travers l'Europe. Bon, alors, il faut savoir que c'est notamment en Navarre, et en particulier en Bigorre, en Béarn et en Chalosse, qui sont des anciens territoires des Albrais, qu'il y avait une dispense par tradition de la gabelle. Donc le roi et son ministre se disent qu'on pourrait peut-être imposer ces gens du Béarn. L'ennui, c'est que ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Donc ils se disent qu'est-ce qu'on va faire? Et puis ils vont penser aux cagots. Ben oui, ces gens que l'on traite si mal. Au fond, cela ne pose aucun problème particulier au pouvoir royal. Alors on pourrait peut-être gagner de l'argent en trouvant une combine. Et la combine, c'est de les affranchir, comme on affranchit des esclaves. Ils vont ainsi pouvoir devenir citoyens à part entière. Cela se fit donc en 1683. Les premières lettres de patente vont être dictées bien vite, qui vont être suivies d'une ordonnance prise en 1696 par l'intendant de Beson, et le roi Soleil va ainsi abolir l'esclavage des cagots. Et oui, voilà ce que dit le roi. Il va dire qu'étaient abolis également les noms de Christian, Christian, Cagot, Agot, Capot. Et le roi dit « Faisons défense à peine de 500 livres d'amende, d'appeler ainsi par injure nos 10 sujets affranchis par les dites lettres. » C'est clair et net. Alors, cette communauté va retrouver des droits de citoyens normaux, comme tous les autres. Ils vont pouvoir, selon les édits du roi, pouvoir entrer librement dans les églises, sans distinction de traitement, et pouvoir être à l'égalité avec les autres paroissiens. Ils sont libres de choisir leurs habitations, de venir en ville s'ils en ont envie, d'exercer librement tous les métiers qui leur sont permis maintenant, de contracter mariage librement, avec n'importe quel autre sujet du royaume, de porter des armes, mais des armes permises, il y a une liste quand même. Il y a des ordonnances royales qui précisent qu'ils peuvent porter. Et la liberté a un prix, bien sûr, mais un prix modéré. Chaque cagot, pour être affranchi, devra payer 2 louis au trésor royal. Et ça va rapporter, cette petite combine, beaucoup d'argent, puisqu'on va pouvoir ainsi collecter 50 000 livres, ce qui est une énorme somme pour l'époque. Alors on se dit, ça y est, nos cagots sont sauvés, point du tout. C'est que dans les populations, on ne change pas du jour au lendemain. Et toutes les dispositions royales ne vont pas être suivies, loin s'en faut. Et certains cagots, très rares, mais quand même, vont dire qu'il n'y a pas de raison, donc ils vont faire des procès pour que leurs droits soient respectés. Et on leur donnera raison. Mais c'est à la Révolution que leur sort va vraiment s'améliorer. Ils vont devenir des citoyens non pas totalement à part entière, parce que évidemment dans les esprits ça n'a toujours pas évolué, mais il y a des choses qui vont rassurer ces braves gens, ces braves Français vis-à-vis de ces cagots. C'est qu'il va y avoir des enquêtes un peu scientifiques qui vont démontrer que ces êtres-là sont bien des humains et qu'il n'y a pas lieu d'en avoir peur. Et d'ailleurs, on ne peut pas les distinguer du reste de la population. Ce sont des êtres humains. Donc, on doit les traiter comme tels. Et à partir de la Révolution, effectivement, on ne verra plus aucun cagot porter la marque distinctive sur sa poitrine, notamment cette ignoble patte d'oie, qu'il continue à porter pour certains, même en étant affranchis. Et tous ces bannis de la société vont s'empresser bien vite d'effacer des portes de leur maison toute trace de leur identité, notamment ces fameuses statuettes qu'on leur avait obligé de sculpter. Mais ils vont avoir bien grand mal à grimper les échelons de la société et ça ne se passe pas comme ça. Mais il y en a un qui va y arriver, un certain Bertrand Dufresne. Lui, il va grimper tous les échelons.
Il va accéder d'abord au poste d'intendant général de la marine en 1736, un exploit. Mieux encore, il va devenir directeur du Trésor public en 1790. En 1797, il est conseiller d'État pour finir par être adoubé par Bonaparte, qui va en faire un directeur public après son 18 Brumaire. Donc, ça n'est pas n'importe quoi. Et les guerres de la Révolution, comme celles de l'Empire, vont être un facteur d'intégration de ces fameux cagots. Parce qu'on va les appeler dans l'armée. Bon, d'accord, pour eux, ça va mal se passer d'office parce qu'ils vont être les premiers désignés d'office précisément pour partir au front. Hein, réquisitionnés d'office. Mais quand ils arrivent là-bas, dans les troupes, eh bien, cagots ou pas, on s'en fout. Ce sont des soldats comme les autres. Ils vont se faire des camarades. Ils sont vaillants. Ils vont rapporter des tas de médailles car ils sont courageux, ils n'ont peur de rien. Le hic, c'est quand ils reviennent chez eux, dans leur village, la poitrine souvent couverte de médailles, eh bien, ça ne change rien. Les populations les laissent toujours à l'écart. On ne les félicite pas pour autant, on ne les respecte pas pour autant. Au fil du temps, les interdits vont finir par tomber les uns après les autres, grâce à l'école publique et au service militaire, donc. Et ça ne changera pas, ça restera tel quel, jusqu'à la moitié du XXe siècle, où ils vont disparaître, vraiment, se fondre dans la population. Il y aura toujours, malgré leur intégration, une certaine réserve. Et il y a un auteur qui s'appelle Jean-Émile Cabaroui, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les cagots, exclus et maudits des terres du Sud » et qui va dire que dans une jolie petite ville du Béarn, donc 1947 encore, il y avait une famille de cagots. Aux enfants des écoles et même aux adolescents, il était recommandé de ne marcher que sur le trottoir opposé à celui sur le bord duquel était sise la maison des cagots. C'est vous dire qu'en 1947, on en était toujours avec cette réticence. Et ça sera encore pire, puisque je vais vous citer maintenant un article in extenso, qui est paru dans une revue plutôt destinée aux Altesses royales, qui s'appelle Point de vue, image du monde. Mais ce journal, enfin ce magazine a ceci d'intéressant, c'est que de temps en temps, je ne sais pas, je l'ai lu quand j'étais plus jeune, mais je ne le lis plus maintenant. Mais à l'époque, je me souviens qu'il y avait des articles intéressants sur divers sujets. Et en 62, il va y avoir un article qui va paraître, écrit par deux journalistes qui vont rencontrer une famille de cagots qui s'appelle les Dan. Ce sont deux frères et une sœur qui vivent dans le village de Luce, dans les Pyrénées. Les journalistes s'appellent Roger Picard et Michel Algret, et voilà ce qu'ils vont écrire. C'est émouvant et vous allez voir, ça serre vraiment le cœur. Voilà ce qu'ils disent. Au pays d'Esquier, ils habitent une maison à la sortie du village. Ils vivent grâce aux maigres revenus d'un peu de terre qu'ils cultivent à l'aide de 2 bourricots, plus adaptés à leur taille que leur cheval. Au dire des villageois qui ont toujours vécu auprès d'eux, les dames devraient avoir environ 65 ans. Et fait curieux, ils n'ont physiquement pas changé depuis une trentaine d'années. Nous les avons rencontrés alors qu'ils fauchaient leurs champs. D'abord méfiants, ils finissent par accepter une cigarette. Et bientôt, nous devons découvrir qu'ils étaient affables comme tous les méridionaux. Ils connaissent l'histoire de leur pays, souhaitent que nous visitions les environs. Nous les invitons à nous accompagner au café du pays. Leur réflexe premier est d'abord la crainte. Ils refusent, puis finissent par nous accompagner. Nous descendons ensemble la rue principale du village. Des visages hostiles se montrent aux fenêtres. Des regards obliques marquent l'étonnement des villageois de les voir accompagnés d'étrangers. Au café, la tenancière les sert avec mépris. À l'instant de nous séparer, voyant que nous allons régler leur consommation, leur visage s'illumine. Sans doute pareil fait ne leur est-il jamais arrivé. Tout aussitôt, ils nous invitent à goûter chez eux. Nous leur proposons d'y aller en voiture. À notre grande stupéfaction, ils ne peuvent que très difficilement ouvrir les portières et leur gêne est grande pour s'installer sur les coussins. Leur intérieur aux meubles vernis, à l'évier, aux carreaux de faïence immaculés nous donne un choc. La table qui est au centre de la pièce, les chaises qui l'entourent sont proportionnées à leur petite taille. Sur le pas d'une petite porte se tient une petite femme, une femme toute petite, qui est leur sœur. Elle nous accueille en nous souhaitant la bienvenue, elle nous appelle les grands hommes.
Puis avec peine, les deux frères décrochent un jambon qui les entame tout exprès pour nous faire honneur. Leur seul moment de tristesse a été celui où nous avons pris congé. Ils nous ont fait promettre de revenir et nous étions bouleversés de penser qu'il avait fallu si peu de choses pour que les Dan, derniers cagots de France, se découvrent une fois au moins dans leur vie des hommes comme les autres. 1962. Donc, que sont ces cagots? Alors, il va y avoir donc l'hypothèse des envahisseurs, et ce seraient des descendants des envahisseurs wisigoths. Au début du XVIIe siècle, il y a deux jésuites qui vont étudier leur situation. Donc, eux, ils sont à peu près certains que ce sont des Wisigoths. Et ils vont dire que si ces descendants de Wisigoths ont été si maltraités, c'est parce que les Béarnais se sont vengés de la cruelle domination qu'ils ont subie de la part de leurs ancêtres qui se sont comportés comme des barbares. Alors évidemment, on peut penser que les Béarnais sont un petit peu rancuniers. Mais enfin bon, c'est peut-être pas aussi farfelu que ça, puisqu'il est effectivement établi qu'à partir de 418, les Wisigoths vont envahir la région. Ils vont avoir un roi qui s'appelle Théodoric Ier, qui avait fait de Toulouse sa capitale et avait pour épouse une certaine reine Pédoc. Peut-être avez-vous entendu parler de la reine Pédoc. Et son nom est intéressant, parce que Pédoca, ça signifie pied-doigt en occitan. Surnom qui lui aurait été donné parce qu'elle avait des pieds et des mains palmés. Tiens, tiens. Alors, quand on sait que certaines rumeurs ont circulé en disant que ces cagots, pour certains de ces cagots, ils avaient les pieds et les mains palmés, c'est quand même très intéressant. Et puis, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont été obligés de porter très en vue pendant très longtemps cette fameuse patte d'oie ou de canard sur la poitrine. On sait encore que les Wisigoths se sont convertis à un moment, lorsqu'ils étaient en Béarn, à l'arianisme. Et lors de cette conversion à l'arianisme, ils se sont mis à persécuter très cruellement les catholiques, notamment sous le règne d'un de leurs rois qui s'appelait Euric, et qui a fait preuve d'une intolérance absolument violente vis-à-vis de tous les catholiques béarnais. Il a fait détruire les églises. Il a fait exiler des religieux qui avaient un rang un peu trop influent et qui risquaient de contrer son pouvoir. Et il se peut qu'une rengaine tenace se soit manifestée chez les Béarnais. Et il a eu un fils, Alaric II, cet Euric, qui a essayé de rattraper le coup en organisant notamment le concile d'Agde. Malheureusement, le mal était fait, les Béarnais sont restés extrêmement rancuniers. Et puis quelques décennies plus tard, ça va aller beaucoup moins bien pour ces Wisigoths, pour ces envahisseurs, qui après avoir suivi une sanglante défaite face au roi des Francs qui s'appelait Clovis, à la bataille de Vouillers en 507, eh bien, ils vont fiche le camp. Ils vont repartir en Espagne, il y a encore des Wisigoths de l'autre côté des Pyrénées, et ce sont les plus riches qui sont parmi les Wisigoths, mais les plus pauvres, eh bien, ils vont rester sur place. Et on se dit que ceux qui ne sont pas repartis en Espagne ou qui n'ont pas fichu le camp, eh bien, ce seraient ces fameux cagots. Ce seraient les ancêtres des cagots. Alors, pour pouvoir s'inclure dans cette population béarnaise, eh bien, ces Wisigoths vont se convertir au catholicisme. Mais leur soumission de vaincus ne va certainement pas calmer les ardeurs, pour ne pas dire les haines. Et c'est peut-être pour ça qu'on les aurait appelés cagots, canisgoths, cangoths, chiens de Goth. Et puis, n'oublions pas que les premiers cagots avaient un physique tout à fait particulier. Ces grands blonds à la peau pâle et aux yeux clairs, comme les Wisigoths germains. Voilà, c'est après qu'ils ont changé. Bon, l'hypothèse est séduisante, mais je vais vous parler tout à l'heure des cagots de Bretagne. C'est pas tout à fait le même physique. Hein. Et puis on sait que les Wisigoths n'ont jamais fichu l'ombre d'un pied en Bretagne. Donc, mystère. Alors on les a dit aussi sarrasins, ces cagots, avec des origines sarrasines. Bah oui, je veux bien. Ils ont fait souche en Occitanie, ça on le sait. Et puis ils sont repartis là d'où ils venaient en 732 après la bataille de Poitiers où Charles Martel a repoussé ces sarrasins, certes, sauf que les cagots étaient blonds, grands, à la peau pâle. Donc ça ne peut pas être les sarrasins qui n'avaient pas tout à fait le même physique. Voilà, donc ça ne peut pas être des sarrasins, ça c'est certain.
Et puis, on va parler à un moment, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça n'a pas vraiment grand intérêt, que ce serait, ces cagots seraient enfin des descendants d'alliés de Charlemagne quand il est venu en 778 mener une expédition en Espagne. On ne va pas partir là-dessus. Et arrivons-en maintenant aux cagots de Bretagne. Parce qu'on va signaler des cagots en Bretagne, dans le Vendômois et même jusque dans l'Aisne, mais c'est surtout en Bretagne et en Basse-Bretagne, qu'on va les voir apparaître à l'époque médiévale. Alors ceux-là, on les appelle les cacous, les caqueux, les caquins, c'est selon. Et cacous, ça a une origine celtique, une racine celtique, parce que cacode ou caco signifie en breton lépreux. On revient à nouveau sur la lèpre. Alors, il faut savoir qu'à partir du Concile de Lyon en 583, les lépreux sont considérés comme les serfs de l'Église. Et les caquins de Bretagne sont en fait ceux qui souffrent de la lèpre. Et en Bretagne, il va y avoir des épidémies de lèpre absolument épouvantables, comme dans nombre de régions de France d'ailleurs. Et au XIIe siècle, une recrudescence terrible, parce que les croisés sont revenus d'Orient. Et ils ont ramené avec eux cette fichue maladie. Et donc, ces fameux caquins, cacos, eh bien, sont les serfs de l'Église. Ils sont assimilés aux lépreux du fait de ce qu'a édicté ce fameux concile. Et ils doivent payer en tant que tels à leur Église une rente à l'autorité religieuse dont ils dépendent, en l'occurrence l'évêque. Et en Bretagne, comme on leur a interdit à eux aussi d'exercer certains métiers, certains leur sont autorisés, et notamment ceux de cordier. Donc, pour payer la rente, eh bien, la rente, ce sera payée en cordes. Cordes pour attacher aux cloches des églises et pouvoir les sonner, mais cordes également destinées à pendre les condamnés à mort. Cordes pour permettre à l'évêque d'avoir de beaux licoles pour ses chevaux et ceux de ses gens. Le travail du bois est également autorisé, comme par hasard, et vous savez pourquoi, je vous l'ai expliqué. Donc, il y aura beaucoup de tonneliers parmi les cagots bretons. C'est au XVe siècle qu'on va commencer à les évoquer officiellement. Et c'est notamment un évêque de Tréguier qui s'appelle Raoul Roland qui va définir leur statut en 1436 et définir les règles que ces populations exclues doivent respecter dans les églises de son diocèse. Pour suivre les offices, ils sont donc contraints de se regrouper dans la partie basse de l'église, derrière l'assemblée des autres paroissiens. Pour entrer, eux aussi ont leur petite porte d'accès. Pas question de passer par la grande porte. Eux aussi n'ont pas le droit de plonger le doigt dans le bénitier ni de toucher au sacrement. On leur laisse l'hostie sur une table de communion à ceux-là. Ils n'ont pas la planchette. Il y a une table qui leur est réservée, on pose les hosties dessus, ils vont se servir. S'ils veulent du pain béni, il faut qu'ils tendent leur chapeau. On va laisser tomber un pain dedans, ils se partageront ensuite. Et si par malheur, il y a trop de paroissiens qui se pressent un jour à l'office, eh bien, ils devront rester dehors. Quand un individu normal, si je puis dire, contracte la lèpre, eh bien, c'est une mise à l'écart d'office. Dans le respect de règles bien précises, un prêtre va venir le chercher dans son habitation pour le ramener à l'église. Il sera vêtu à ce moment-là, enfin couvert très exactement de la tête aux pieds, d'un long drap noir. Sur son passage, tout le monde va partir, on va passer la mort. Une fois arrivé à l'église, il devra s'agenouiller. On lui versera sur la tête 3 pelletées de terre, tandis qu'un prêtre lui donnera l'extrême onction, comme à celui qui est sur le point de passer. Il le déclarera sis mortus mundo, c'est-à-dire mort pour le monde. C'est une véritable cérémonie d'enterrement pour un vivant. Et c'est ainsi qu'il devient caquin, caco. À la suite de ça, le prêtre va lui réciter une litanie, qui est celle qui le prive de tous ses droits, et qui lui dicte ses nouvelles obligations sous peine de châtiment. Voilà ce que ça dit. Je te défends que jamais tu n'entres en foire ou en marché, en compagnie de gens saints. Je te défends qu'on te voie hors de ta maison sans ton habit de ladre et ta tartelle, afin qu'on te reconnaisse, et aussi que tu sois point déchaussé. Je te défends que jamais tu te laves les mains. Il n'y a ni d'autre chose autour de toi, en rivière ni en fontaine, ni que tu n'y boives, et si tu veux de l'eau pour boire, puise-en dans ton écuelle ou en ton baril. Point. Puis le maître
le prêtre, pardon, va lui remettre une robe de vil tissu gris, une crécelle, en lui précisant qu'il devra l'agiter dès qu'il croisera quelqu'un de saint, afin que ceux-ci, prévenus, puissent s'écarter de son passage. Évidemment, tous les membres de sa famille devront suivre le pauvre homme ou la pauvre femme et se retrouver parqués dans ce qu'on appelle une caquinerie, qui est en fait une léproserie, une ladrerie. On appelle ça ladrerie, maladrerie, madeleine, carclan aussi également en Bretagne. Et c'est généralement, là aussi, un endroit situé en dehors de la ville ou du village. Il y a toujours une source dans ces endroits-là, une chapelle qui est généralement dédiée aux saints qui guérissent les malades de la lèpre, à savoir Saint-Lazare et Sainte-Madeleine. Et quand on est caquin, on le reste à vie. Et toute sa descendance aura l'étiquette de caco, de cacou, de caquin, jusqu'à la fin des temps. Le duc François II de Bretagne va organiser par voie de mandement, le 5 décembre 1475, leurs tristes conditions. Celui-là va les contraindre maintenant à coudre une pièce de drap rouge sur leur robe grise, comme la patte d'oie, et à se munir d'une baguette blanche lorsqu'ils se déplacent. Oui, puisqu'ils ne peuvent rien toucher avec leurs doigts. Ils ont le droit de labourer le jardin avec cette nouvelle édit, mais il est exclu qu'ils puissent labourer les champs désormais. Seul le métier de cordier leur est autorisé. Ils ne doivent se mêler à aucun commerce, si ce n'est celui de fil et de chanvre, donc pour les cordes. Sauf que ça va très mal se passer. C'est qu'à partir du moment où ils ne peuvent plus cultiver et labourer, ces gens vont mourir de faim. Et ils vont être réduits à la mendicité. Et quand on est cagot, on ne touche pas. On n'est pas touché. Donc les gens ne vont rien donner. Donc en 1477, le duc va revenir partiellement sur ses décisions et les autoriser à pouvoir, comment dirais-je, cultiver, labourer. Il va les autoriser à pouvoir louer des fermes, cultiver les terres. Mais il y a une condition impérative, pas question de vendre ses récoltes. Voilà ce qui est dit. Ne vendre ou distribuer à autres, par quelque moyen que ce soit, aucune partie, nos portions de blé, donc c'est du blé, n'est autre fruit du revenu disseltaire. Donc c'est pour manger et point final. Quand ils vont en ville, il est prévu que leurs achats, on ne peut pas toucher la marchandise, hein. On touche du bout de la baguette. En 1682, à Pontivy, on va les autoriser quand même à participer aux foires de la Toussaint, sous la condition qu'ils fournissent à l'église paroissiale les cordes, et ainsi que les cordes destinées aux pendaisons. Et puis celles également destinées à sortir au puits seigneurial, du château seigneurial, vous voyez, pour tirer les seaux d'eau. Ils vont quand même connaître une ouverture favorable, ces cagots bretons. Pourquoi ? Parce qu'ils font des cordes et la marine se développe. Et la marine, elle a besoin de cordage. Et ce sont ces cordiers caquins qui vont fournir tous les vaisseaux bretons, et notamment les vaisseaux de la marine royale qui vont être construits en Bretagne. Et certains caquins vont ainsi devenir extrêmement riches. Pour autant, ça ne changera rien à leurs conditions. Leur réputation est toujours aussi mauvaise. Et leurs descendants s'en prennent plein la tête de la même façon. Quand naît dans une famille de caqueux un enfant, c'est un cordier natif, selon l'expression qu'on leur donne. On les inscrit sur les registres paroissiaux en Bretagne, mais de la même façon qu'on inscrit les enfants illégitimes, c'est-à-dire que c'est en bas du registre de baptême avec une écriture à l'envers, histoire de ne pas se tromper. Les enfants illégitimes et les cacos, on écrivait à l'envers sur le registre. Dans les cimetières, un endroit leur est réservé, car il n'est pas question de les mélanger à d'autres, évidemment. Mieux encore, on s'arrange pour qu'ils aient leur propre cimetière. En 1647, il va y avoir un soulèvement à Saint-Brieuc. Pourquoi ? Parce que les bons paroissiens soupçonnent un cacou d'avoir été enterré dans un cimetière paroissial. La populace rageuse va s'y presser en nombre pour déterrer le cadavre et le jeter comme un déchet hors de l'enceinte sacrée. La même année à Hennebont, c'est un coin où on n'aime vraiment pas les cagots, un couturier va se plaindre de voir de plus en plus souvent ces maudits caquins se mêler aux processions religieuses.
et de plus user de leur baguette pour toucher les viandes quand ils vont au marché. Donc ça va faire des histoires. Un laboureur, lui, va se plaindre de ce que ses cordiers ne se gênent pas pour revendiquer à l'église une place derrière les hommes. Mais les hommes et les femmes sont séparés à l'époque. Et eux, ils veulent la place intermédiaire, c'est-à-dire derrière les hommes mais devant les femmes. Et puis quoi encore ? En 1667, c'est une douzaine d'habitants de la rue Neuve, à Quimper, qui vont assigner devant la justice leurs voisins caquins qui se sont installés en ville. Ils leur reprochent d'être baptisés. Ils leur souhaitent vouloir se faire enterrer dans le cimetière paroissial, comme tout le monde. Et puis également de toucher directement aux denrées alimentaires sans se servir de la baguette. Et puis en plus, quelle horreur, ils ne se gênent pas pour puiser de l'eau dans la fontaine Saint-Corentin, alors qu'ils doivent se sustenter à leur propre fontaine. C'est un scandale. Mais ça va vraiment chauffer dans les années 1687 et 788. Et pourquoi ? Parce qu'il y a les cordiers d'une ville qui s'appelle Pluvigné qui vont revendiquer le droit d'être enterrés avec les autres. Ils demandent à la justice de les soutenir. Et la plupart des prêtres ne sont pas trop hostiles. Ils se montrent assez discrets, certes, mais ils veulent bien. En mai 1687, des caquins vont ainsi se regrouper devant la sacristie de l'église paroissiale et exiger que le corps de leurs défunts, qu'ils ont amené avec eux, soit enterré dans le cimetière paroissial. L'année suivante, le recteur, alors un recteur, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un curé d'église, disons que c'est un prêtre qui est au-dessus, qui n'est pas attribué à une église paroissiale, il est au stade du dessus. Ça peut être le recteur d'une basilique, par exemple. Alors, en tout cas, le recteur, je ne sais plus dans quel coin c'est de Bretagne, c'est en Basse-Bretagne, lui va mener le convoi funèbre d'un caquin. Quelle horreur! Il est accompagné du prêtre local, c'en est trop pour la population, la colère populaire gronde, et c'est ainsi qu'au début mai 1688, un menuisier qui en a marre de voir les prêtres donner des droits à ces fameux caqueux vont venir manifester lors de la célébration de la grand-messe. Et parce que depuis un temps, les caquins rentrent dans l'église. Librement, ils s'assoient n'importe où, et l'homme n'est pas d'accord. Ils doivent être séparés par une clôture, ces gens-là. Et c'est un meneur, le bonhomme. Et la population n'attend que ça. Et le 10 mai 1688, voilà qu'il y a un convoi funèbre de caquins. Il va être attaqué avec des jets de pierre par les bonnes gens. Les porteurs du cercueil, comme celui de la croix, vont être grièvement blessés. Mais ce n'est pas tout. Parce que comme on avait prévu qu'il y aurait des problèmes, eh bien le sénéchal de la juridiction était venu avec ses hommes d'armes. Eh bien, ils vont se faire attaquer par une population déchaînée. Il y a 200 ou 300 personnes qui leur jettent des pierres, qui les injurient. C'est la débâcle. Tout le monde s'enfuit au galop en laissant le cadavre aux assaillants. Et ce que va devenir le cadavre, c'est pas terrible. C'est affreux. Les femmes sont les plus acharnées. Elles vont le déposer sur le chemin hors du bourg. Et il va rester là à l'air pendant quelques jours. Il va être dévoré à moitié par les animaux. Bon, les caquins, la nuit, vont venir essayer de l'enterrer discrètement dans le cimetière paroissial avec la bénédiction du curé, mais c'est une bien mauvaise idée parce que la population va s'en apercevoir et ça recommence. Si bien que le 23 mai, c'est l'émeute, le sénéchal qui vient d'Auray se déplace en personne avec le substitut du procureur du roi. Il y a également un avocat qui est là et des hommes d'armes, et voilà qu'ils se font attaquer eux aussi. Ils se prennent des jets de pierre, des injures. C'est une atteinte carrément au pouvoir royal, en tout cas à l'ordre public, et ça, c'est grave. La foule est déchaînée, on a sorti les fourches et les bâtons, l'église est assiégée, les hommes d'armes font feu. Bon, on ne pourra pas aggraver la situation et tirer en l'air, mais quand même. Ça n'empêchera pas cette populace déchaînée de déterrer à nouveau le cadavre du pauvre caquin pour aller le jeter aux abords de sa caquinerie. Évidemment, le sénéchal va faire dresser des procès-verbaux, et on a enregistré les propos de certains révoltés. Il y a une femme qui déclare que dût-elle être pendue, le corps d'un cacou n'entrera pas dans l'église. Et tous ceux qui s'aviseraient de l'y faire entrer pourraient bien se faire fendre la tête. Le recteur va être également menacé. On le prévient que s'il continue de soutenir les caquins, il sera le premier tué et jeté dans un fossé comme un chien. Mais bien plus sérieux et plus grave encore, on défie le roi. Voilà ce que l'on dit. Quand le roi, il se roi,
on empêchera bien qu'on enterrera les cordiers dans l'église. Ça veut dire que quand bien même le roi y serait, ça ne les empêchera pas d'interdire l'entrée dans l'église aux caquins. Voilà. Donc ça va mal en Basse-Bretagne. Et il va y avoir pas mal d'échauffourées. Il y a une haine totale de la population à cette époque-là vis-à-vis des cacous. Il va y avoir des procès à la suite de ces incidents. Et on entendra dire lors du procès que la haine vis-à-vis de ces gens-là est concentrée parce que ceux-là ne payent pas leur dîme de la même façon que les autres. Bon, c'est un argument mineur. En fait, dans l'esprit des gens, ces caqueux sont maudits. Ils portent tous les maux de la création, ils cristallisent toutes les peurs. C'est un peu les Juifs qui ont été persécutés en Bretagne quelques siècles plus tôt. Ils ont exactement le même traitement. Et d'ailleurs, bien souvent, les Bretons de l'époque disent que ce sont des descendants des Juifs, ce qui n'a jamais été prouvé, ce qui n'est pas ça du tout, évidemment. Et puis en plus, ces caqueux, ils fournissent quand même les cordes pour pendre le bon peuple. Donc, ils ont tout pour eux. Ce n'est pas tellement l'aristocratie ou la bourgeoisie qui en a contre les caquins. C'est la populace, en fait. Hein. Parce que, bon, les cordiers qui vont faire fortune avec les vaisseaux, hein, les ventes de cordes aux vaisseaux, ils ont une grande maison bourgeoise maintenant, ils sont riches. Donc, ils sont reçus par les notables, ils reçoivent également chez eux. Non, c'est le petit peuple. La magistrature elle-même n'est pas défavorable. Dès le XVIIe siècle, eh bien, elle rend des jugements de déboutés vis-à-vis de plaignants acariâtres. En 1679, le sénéchal d'Hennebon, qui était vraiment anti-caqueux, je ne sais plus, eh ben, va être saisi pour une histoire de sépulture illicite de cordiers. Ceux-là ont fait faire une sépulture pour un des leurs dans un cimetière paroissial. Évidemment, les plaignants se précipitent, ils demandent justice. Et le juge, le sénéchal d'Hennebon, dans son jugement, ordonnera que désormais les caquins soient traités comme d'autres paroissiens et on verra les plaignants se faire voir chez les Grecs. Donc ceux-là furieux vont faire appel, ça va aller devant la cour du Parlement de Bretagne, qui va rejeter l'appel, ni plus ni moins, et condamnera aux dépens et à une amende les plaignants. C'est une décision d'ailleurs qui fera jurisprudence. Évidemment, la populace n'est pas satisfaite. Si l'avenir s'éclaire un peu pour ces fameux caquins, au niveau de l'Église, les choses sont un petit peu plus mitigées. Parce que dans certaines paroisses, certains curés acceptent la situation et les considèrent comme des paroissiens comme les autres, mais certains ne sont pas d'accord. Et ceux qui le font vont avoir du courage, parce que les populations ne sont pas du tout d'accord. Donc des fois, le curé, il a quelques soucis à se faire. Donc, dans bien des régions de Bretagne, et notamment en Bretagne du Sud, eh bien, ces pauvres gens vont être considérés comme des exclus pour longtemps. Une population dont il faut se méfier, avec laquelle il ne faut pas convoler. Et d'ailleurs, un boulanger de la ville d'Hennebon, cette fameuse ville d'Hennebon où ça se passe mal, eh bien, au XIXe siècle, va avoir l'extrême mauvaise idée d'épouser eh bien, une de ces femmes caquines. Eh bien, il va perdre toute sa clientèle aisée. On ne lui achètera plus son pain, tout simplement. Au XXe siècle, les mœurs vont un petit peu évoluer, mais le rejet sera encore tenace. Ce ne sera qu'après la Seconde Guerre mondiale, donc hier, que ces fameux caquins vont pouvoir se mélanger enfin à la population, disparaître à la vue de tous les autres et devenir, par mélange, des citoyens tout à fait normaux. C'est quand même une histoire pas possible. Alors, le meilleur pour la fin, sont-ils des extraterrestres ? Parce que si vous allez sur le net un petit peu à droite et à gauche, eh bien, on vous dit que ces fameux cagots seraient des descendants d'extraterrestres arrivés au Moyen-Âge, au IXe siècle, semble-t-il, et ils viendraient donc d'outre espace. Alors, comment est-ce qu'on part de cette idée-là ? Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé. Alors, cette idée d'extraterrestre se fonde sur le récit d'un évêque de Lyon qui s'appelle Agobard. Et Agobard a été évêque de Lyon de 816 à 835, puis de 838 à 840. Et le combat de la vie de cet Agobard, c'est de préserver l'unité de l'Empire chrétien. Et il va s'en prendre aux iconoclastes, aux juifs, ainsi qu'à une certaine catégorie de gens
que l'on surnomme les tempestaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les tempestaires? Eh bien, c'est des gens, des terriens, des humains qui seraient prétendument alliés à un peuple venu du ciel et que l'on associera à ces prétendus cagos. Et dans une lutte incessante qu'Agobard mène contre les superstitions, il va écrire un jour un livre titré « Livre contre l'absurde croyance du vulgaire à propos de la grêle et du tonnerre ». Et dans son ouvrage, il s'en prend à la croyance de nombre de fidèles de son diocèse en les tempestaires. Ceux-là croient que ces tempestaires ont des pouvoirs, que ce sont des magiciens qui sont dotés du pouvoir de déchaîner les averses de grêle et les orages et de les calmer par leurs incantations. Ces incantations qui peuvent calmer mais déchaîner les éléments et coucher les céréales et détruire les récoltes. Et une fois que les récoltes sont détruites, eh bien, ces récoltes, ils vont pouvoir quand même les récupérer pour les vendre à ce mystérieux peuple venu du ciel. Donc, les faiseurs de tempêtes auraient des contacts avec ces êtres venus d'un pays qu'ils appellent Magonia. Ils feraient du commerce. Bien sûr, pour Agobard, tout ça n'est que foutaise, fantaisie, racontard, puisque pour lui, seul Dieu peut décider du temps qu'il fera, certainement pas les tempestaires. Il dénonce par la même occasion la crédulité et la sottise du bon peuple qui croit à l'existence d'un pays nommé Magonia, d'où viendraient des vaisseaux qui volent à travers les nuages. Puis il va aller plus loin, Agobard. Il va relater une rencontre rapprochée, carrément, avec des Magoniens. Et puis la folie de la foule dont il était le témoin en personne. Voilà ce qu'il dit, Agobard. Un jour, nous avons vu nous-mêmes plusieurs de ces insensés capables de se persuader de telle folie, amenés au milieu d'un rassemblement considérable, 4 individus enchaînés, dont 3 hommes et une femme, et soutenir qu'ils étaient descendus d'un navire de cette espèce. Il les avait, disait-il, arrêtés sur le champ, puis retenus en prison quelques jours, et maintenant il les traduisait devant nous pour qu'ils fussent lapidés. Ce ne fut qu'après un long débat que je parvins à faire triompher la vérité, et que ces imposteurs se virent confondus comme des larrons surpris dans leurs méfaits. On suppose que ces faits se seraient produits à Lyon au début des années 800, plus vraisemblablement en 815. Il semblerait qu'un vaisseau se soit posé en catastrophe, place du Change en plein centre de Lyon. Et 3 hommes et une femme, en fait, en seraient sortis, un peu sonnés par la violence du choc. La foule s'en serait emparée aussitôt, les aurait retenus prisonniers, les aurait traînés devant l'évêque pour lui demander leur mise à mort, en disant que c'était des sorciers venus du ciel dans leur machine volante depuis la Magonie, qui les ruinaient en opérant des razzias sur leurs récoltes avec l'aide de ces maudits tempestaires. Mais à leur grand désagrément, Agobard va les faire relâcher. Et ceux-là, évidemment, ces Magoniens vont prendre la fuite sans demander leur reste. En fait, Agobard avait assisté à leur torture, ces fameux Magoniens. Sauf que sous la torture, et toutes les questions qu'on leur posait, torture ou pas, ils répondaient oui à tout. Et quand on leur disait « vous êtes sorcier », oui, oui. Et ça lui avait paru bizarre, parce que on avoue tout dans ces cas-là, sous la torture. Et bien ceux-là, ils disaient oui à tout, ils ne comprenaient rien de ce qu'on leur racontait. Donc après ça, Agobard va s'employer à combattre cette croyance populaire qui mène à des lynchages. Mais il va se produire un autre fait assez surprenant un peu plus tard. Voilà que à nouveau des êtres venus du ciel auraient été capturés par la population lyonnaise, cette fois dans un champ proche de la ville. Ils auraient atterri avec leur vaisseau, la populace se serait regroupée autour d'une de leurs nefs, un premier être en serait sorti, se serait exprimé dans une langue étrange et incompréhensible, d'autres individus seraient sortis de la nef, créant une peur et beaucoup de colère. On les aurait évidemment capturés illico presto et malheureusement cloués sur des planches avant de les jeter dans les eaux du Rhône et de la Saône. Et Agobard aurait vivement condamné cet acte de cruauté. Alors j'ajouterais quand même pour la petite histoire qu'à l'époque de Charlemagne, il semblerait qu'une vague de vaisseaux qui envahit le ciel, et notamment dans la région lyonnaise, mais dans toute la France également. Ça a sévi dans les cieux français et européens, et il y aurait, semble-t-il, eu à cette époque des rencontres accrochées assez multiples, qui auraient fait naître dans l'esprit des gens un certain nombre de croyances. Et d'ailleurs, pour faire cesser
ces histoires-là, et notamment les pillages des récoltes, par on ne sait qui, l'empereur Charlemagne va prendre au moins 2 édits contre les tempestaires. Un édit en 789 et un autre en 799, faisant interdiction à ces fameux tempestaires censés faire commerce avec les Magoniens, interdiction de perturber l'air, de créer des tempêtes par des usages magiques, et une interdiction également d'exercer les mathématiques. C'est marrant, ça. En tout cas, certains soutiennent aujourd'hui que ces êtres venus du ciel, s'ils étaient de taille et d'aspect humain, avaient également une particularité. Ils étaient chauves et leurs oreilles n'avaient pas de pavillon, uniquement 2 trous pour permettre l'audition. Leurs pieds et leurs mains étaient palmés. Et leur aspect si étrange, pour ne pas dire repoussant pour la population, qu'ils cachaient leur apparence. Ils se vêtaient ainsi, quand ils apparaissaient aux populations, vêtus de robes amples et longues et la tête recouverte d'un capuchon. Ils ne se promenaient jamais pieds nus. Est-ce une réalité ou une légende? On n'en sait trop rien. Aucun texte historique sérieux, en tout cas, n'a pu le corroborer. Le fait que soit aussi propagée cette fameuse rumeur de l'étude d'Ambroise Paré sur les cagots en disant qu'en faisant une saillie, une saignée, pardon. Non, je raconte, je peux pas dire. Il faut la refaire. Je suis fatiguée, j'arrive en fin de course. C'est les derniers mots. Ça fait Tu m'as achevé. Je me suis dit, mais... Non. Il a fait, lui, encore. Non, rien du tout, laisse tomber, t'as rien entendu. Alors, je finis quand même en beauté, je vais essayer de la dire correcte. Et puis, il y a également ce qui peut corroborer tout ça, du moins cette croyance dans l'esprit des gens, de beaucoup de gens, c'est la rumeur selon laquelle Ambroise Paré aurait découvert au XVIe siècle que les cagots avaient le sang bleu en faisant une saignée, comme vous le savez. Donc tout ça mélangé au fil du temps, ça a fait la sauce. Les cagots seraient peut-être des extraterrestres. De fil en aiguille, on en est arrivé là. Et puis bon, c'est peut-être pas un hasard non plus si le célèbre ufologue Jacques Vallée a écrit un bouquin qui s'appelle Passeporto Magonia. Il avait certainement connaissance de cette histoire-là. Voilà. En tout cas, il y a fort peu de chances, à mon avis, que ces fameux cagots soient des extraterrestres, bien qu'à l'heure actuelle, on peut quand même dire très honnêtement que même si on pense qu'il y a une source wisigothe probable, une ascendance wisigothe probable dans le Béarn, qu'il y ait cette question de lèpre aussi bien dans le sud-ouest qu'en Bretagne, on ne sait pas exactement qui ils sont. Voilà. En tout cas, ce qu'on sait maintenant, c'est que bien peu revendiquent cette qualité de cagot. Alors moi, il y a quelque chose qui m'avait interpellée, et j'ai vu que ça en a interpellé un peu plus d'un sur le net, c'est qu'il y a un acteur français qui s'appelle Dominique Pinon. Et quand j'avais commencé à regarder sur les cagots, je m'étais dit, en voyant la tête de ces gens-là, et sur les photos qui ont été prises, et celles des derniers cagots en noir et blanc, c'est celles qui ont été prises pour illustrer l'article de point de vue dont je parlais tout à l'heure, essentiellement. Ceux qui ont le petit béret avec leurs ânes et tout ça, c'est la famille d'ânes. Et je me suis dit, en voyant la tête de ces gens, mais ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ce comédien. Allons savoir si ce comédien ne serait pas un cagot. Ce serait peut-être intéressant. Je lui demandais s'il ne voudrait pas faire une petite analyse ADN, si par hasard il a effectivement cette ascendance cagotte. Enfin voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant cette histoire de cagot. Moi aussi. Je ne sais pas ce qu'en penseront les gens. Voilà. Assez troublant. Alors oui, pour cet acteur-là, donc j'ai cru comprendre de toute façon que petit à petit, les cagots qui avaient été parqués dans certains endroits pendant des décennies, voire des siècles, des siècles, voilà, c'est ce qui a fait que finalement cette population est restée dans un entre-soi, et n'a pas pu se mélanger et s'intégrer aux gens dès que ça a été possible. Eh ben, il y a les petits mélanges génétiques, parce que les cagots, ils étaient bien sympas. Au final, ils travaillaient super bien. Donc, bien sûr, il y avait de tout chez eux. Et donc, il devait y avoir aussi des cagottes très mignonnes, très sympathiques. Et pareil pour les garçons. Donc, le mélange a pu se faire finalement assez simplement au fil du temps. Donc, oui,
il peut y avoir des acteurs, cet acteur-là, comme tu disais, donc c'est Dominique, qui peut Pourquoi pas? avoir des Parce qu'il gènes. y a vraiment la physionomie de ces derniers cagots qu'on voit en photo. Ouais, le C'est hasard assez des... étrange. C'est assez étrange. En tout cas, c'est un peuple énigmatique déjà en lui-même parce qu'on n'arrive pas, semble-t-il, à retrouver la source finalement. D'où viennent-ils? Comme tu dis, il y avait les Visigoths, très bien, mais finalement leur physique est loin, est à milieu des cagots récents. Donc, Ah on bah, parle... ceux du Béarn à l'origine avaient plutôt un physique de Scandinave qu'autre chose. Ceux de la fin bah, ont un physique assez rébarbatif, il faut quand même le dire. Bon, moi je pense qu'il y a les deux pistes du rejet, les Visigoths et la lèpre. Mais bon, ce sont les deux hypothèses, à mon avis, les plus plausibles, mais il y a peut-être autre chose derrière tout ça. Parce qu'avant ces histoires-là, il y avait quand même, notamment dans le sud-ouest, l'existence de ces cagots avant même l'arrivée des Visigoths. Donc il y a un truc. Qui sont-ils? C'est une grande question. Et je pense que les cagots bretons ne sont pas les cagots béarnais. C'est pas la même chose. On les a appelés caqueux, machin et tout, pareil, avec des racines étymologiques linguistiques, en tout cas précises, hein, qui ont trait à la lèpre pour ce qui concerne les cagots bretons. Mais c'est deux histoires différentes, hein, mais avec des parcours communs, puisqu'ils ont été assimilés pour le traitement dont ils ont fait l'objet à des lépreux. Voilà. C'est ça. Même, Et là aussi, dans le descriptif, on n'est pas du tout dans des hommes, des femmes de petite taille, des Lilliputiens, tu vois, où on voit très bien que finalement chacun a sa morphologie type, quoi, voilà, avec une norme tout à fait cohérente. C'est juste une taille qui change. Là, on parle à un moment de mains palmées, d'oreilles complètement différentes. Enfin, on est carrément sur une autre forme d'humanoïde. D'où peut-être effectivement ce rejet extrême de la population. Après, il y a certaines photos qu'on peut voir sur Internet où certains sont plus marqués que d'autres dans cette différence. Puis il y en a d'autres où je me dis, finalement, ils sont juste plus petits. Tu vois, donc c'est aussi là où je me dis, mais d'où vient ce mélange? D'où viennent ces extrêmes aussi qu'on a pu remarquer, par exemple, sur les doigts, les mains, la forme des ongles différentes. Et c'est comme si, effectivement, il pouvait peut-être y avoir un endroit où finalement on avait peut-être mis de côté naturellement pendant une période des personnes de petite taille et à ce moment-là bah, se retrouver ensemble, forcément la génétique fait que les descendants auront plus tendance à avoir cette particularité, tu vois. Mais dans un autre endroit, apparemment, on n'était pas là-dedans, on n'était pas sur quelque chose de normal, on était vraiment sur une extrême différence bon, physique. il se peut aussi que la physique de ces plus récents cagots peut être liée à quand même des problèmes de consanguinité, hein. C'est-à-dire que comme ils ne pouvaient pas se mélanger à l'infini, bah à la fin, on était certainement avec des concentrations de consanguinité qui a probablement Qui posé des accentue. problèmes Voilà. et qui a accentué certains gènes, et ce qui a peut-être permis qu'ils aient tous, une partie de ceux qui ont été étudiés, des mains abîmées. C'est possible ça, hein. Il y a des pistes, mais il y a effectivement des points d'interrogation qui restent sur cette population qui a quand même été affreusement maltraitée. Ça, c'est quand même ce qui ressort. Ah là, oui. Par contre, là, Parce que c'est factuel. même malgré l'autorité royale et religieuse, à travers les siècles, les Français, quand même, sont allés très loin avec ces gens-là. Et c'est absolument inadmissible. Ça, on peut le retenir parce que ça, c'est une évidence. Et c'est une évidence partout. Comme quoi, la peur de l'autre, d'un être différent, supposé porter malheur ou porteur de maladie ou ce qu'on veut, c'est quand même très difficile à faire tomber, hein. Et même sur des mentalités modernes, puisque on en est quand même là en 1962 encore, comme vous avez pu voir tout à l'heure dans ce que je vous ai lu, hein, ce qui est Ouais, quand même ahurissant. C'était hier. c'est clair. Voilà. Merci. Pauvre cadeau. Rien que pour ça, je te remercie d'avoir partagé cette histoire-là, d'avoir expliqué ce qu'il en était. Alors, voilà, on en parlait la dernière fois lors de la dernière émission. Il y a des dossiers où le dossier est très pauvre finalement. Donc, c'est déjà énorme tout ce que tu as pu centraliser comme information sur le sujet des cagots. Si vous pouvez mener l'enquête, aller encore plus loin, n'hésitez pas les amis à Il y a compléter. beaucoup de choses. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui donnent des tas d'anecdotes locales sur des usages, sur ce qu'on leur a fait, sur ce qui est arrivé, sur leur maison. Il y a énormément de choses à lire pour ceux qui s'intéressent au sujet.
Bon, je ne pourrais pas tout faire ce Exactement. soir. Mais sur cette partie-là, oui, Je vous ai donné les grandes lignes de leur histoire. C'est ça, les grandes lignes. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'était vraiment important parce qu'on peut se rendre compte qu'on est passé aujourd'hui à côté. C'était surtout ça l'essentiel. C'était de pouvoir vous dire, voilà les amis, comme l'a dit Elisabeth au tout début, le sujet des cagots n'est vraiment pas connu du tout. Donc, on a eu des civilisations, une population, en tout cas proche de nous, hein, puis là, on parle quand même du territoire français, donc proche de nous, dont on a peut-être pour certains d'entre vous absolument pas eu connaissance du tout. Ce n'est pas dans les livres d'histoire, c'est pas normal. Et surtout avec ce qu'ils ont vécu, c'est quelque chose de dramatique. C'est vraiment une information qui doit absolument être passée parce qu'on apprend de ces erreurs du passé. Voilà, là on comprend. Moi, je pense qu'effectivement, ce genre d'histoire devrait être mentionné dans les livres d'histoire. Parce que c'est de l'histoire de France, c'est une réalité. C'est un sort qui a été réservé aux populations, à une certaine catégorie de population qui est inadmissible. Et je pense que par reconnaissance vis-à-vis de ces gens qui ont souffert pendant des siècles, ils mériteraient quand même qu'on en dise 2 mots aux gens, ne serait-ce que pour leur apprendre ce que ça peut être affreux que l'intolérance. Voilà. Puisqu'on est à l'heure actuelle à parler beaucoup d'intolérance et de machin et de tout ce qu'on veut, eh ben, faut avoir le courage de dire qu'on n'a pas toujours été à la hauteur en France et qu'il est arrivé des choses absolument inadmissibles. Oui, en plus, même dans la mort, ils se faisaient encore martyriser et attaquer. Donc, de leur naissance à leur départ, c'était une vie horrible pour beaucoup d'entre eux. Hein. Tu as parlé de certains. Pour leur descendance, des descendants de cagots qui ont été cagots dès l'origine, ces gamins, ils n'ont rien fait. Ils sont marqués du sceau de l'opprobre et écartés, mais c'est inadmissible. C'est monstrueux cette histoire-là, au fond. Si on prend hors mystère et tout, mais simplement d'un point de vue historique, c'est absolument épouvantable ce qui leur est arrivé. Et rien que pour ça, ils mériteraient, par reconnaissance, pour équilibrer un petit peu tout ce qu'on leur a fait, d'être mentionnés dans l'histoire de France. Voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Merci beaucoup, très bien dit. Merci. Merci à toi, Elisabeth, de nous avoir fait ce cadeau d'information très importante et une information très importante. Merci à vous tous d'avoir suivi ce soir cette émission-là. On se retrouve très bientôt sur Nuria TV et d'ici là, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Allez, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Une planète aux confins d'un univers sans fin. Tu attends que vienne le jour, que la nuit nous délaisse, l'ombre sur nos chemins s'efface au petit matin, tout comme les appels au secours de nos âmes en détresse. Dis-toi que là où l'on va, le soleil brille sans fin. Dis-toi que là où l'on va, le soleil brille sans fin. Dans ta quête de sens, tu rumines en silence et tu recherches en vain un peu de cohérence dans l'infiniment grand, dans le jeu des planètes. Au fond de ta conscience, il y a cette voix qui murmure comme un appel au loin. La lumière de ce monde nous guide de ses ondes, illumine nos êtres. Dis-toi que là où l'on va, le soleil brille sans fin. Dis-toi que là où l'on va, le soleil brille sans fin. Sur un astre lointain, des milliards d'êtres humains, seuls de leur avenir. Le jeu touche à sa fin, il reprendra demain sur une autre planète. Une nouvelle étoile sous laquelle nous pourrions voir nos âmes grandir et s'éveiller enfin au mystère qui depuis toujours hante nos têtes.